Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le journalisme menant à tout, à condition de ne pas en sortir. Tout à fait, vous avez exercé ce métier, mais aussi signé des chansons, une pièce de théâtre et des romans. Le dernier vous permet d'être considérée comme une femme de lettres, puisqu'il est épistolaire. Bonjour Valérie Fayolle. Bonjour Jacques, merci de m'accueillir. C'est une joie de vous recevoir, parce qu'en plus, on vous connaît à travers la télévision, à travers France 24, vos émissions, et puis il y a des tas d'activités à côté. C'est assez rare pour un journaliste ou une journaliste de les exercer, donc on va les évoquer à l'occasion de la sortie de ce roman La robe du jaguar chez Récamier, dont on va parler tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, la première date que j'ai choisie, c'est le 4 septembre 1996, votre premier reportage sur cette chaîne. Le journal de 20h de TF1, et j'ai trouvé un reportage, qui est, semble-t-il, le premier, sur l'augmentation de la taxe foncière dans certaines communes, signé Valérie Fayolle. Je n'en ai pas de souvenir ému, mais si vous dites que c'est le premier, je vous crois sur parole. Oui, il dure 1 minute 45, et c'est la première fois que vous êtes signé sur cette chaîne de TF1. D'accord. Et vous allez d'ailleurs toucher à tous les sujets. J'ai vu qu'il y avait aussi un concours de pêche au bord d'un étang, les remèdes miracles, les exclus de l'assurance auto. Oui, voilà. Donc j'ai débuté au service consommation de TF1, donc en effet pour le 13h et pour le 20h, et j'ai fait en effet tous ces sujets-là. J'ai traité de tous ces sujets-là avant de basculer sur le service société et d'être en charge de l'aspect plus familial des choses. On va en parler, mais surtout, c'est assez compliqué parce que vous arrivez sur un sujet qu'on vous donne et que vous ne maîtrisez absolument pas au départ. Oui, c'est un peu le jeu. Et puis en plus, il faut aller vite. Quand on travaille pour les journaux d'information, forcément, il faut se dépêcher parce que le 20h, c'est à 20h, le 13h, c'est à 13h. Oui. Donc oui, je débarque sur ce sujet-là, mais on était quand même très très bien préparés à TF1 avec une équipe de documentalistes, avec plein de gens pour vous aider, pour réfléchir à qui vous allez interviewer. Donc à TF1, c'est quand même une équipe, quoi. On ne travaille pas tout seul. Voilà, mais c'est quand même il y a longtemps, et il se trouve que à l'époque, les caméras n'étaient pas ce que ont les JRI aujourd'hui, des petits appareils photo, c'était autre chose. Ah non, c'était des grosses caméras, donc on ne voyageait pas exactement léger, mais au moins on avait de la belle image. On a toujours de la belle image, mais en effet les caméras étaient beaucoup plus lourdes. On partait aussi avec un ingénieur du son, donc voilà, on partait à 3. Oui, en même temps, c'était des équipes. Moi, j'ai connu à TF1 des équipes où ils étaient proches de la retraite et ils employaient le matériel, pas d'avant-guerre, mais tout juste. Ah, moi, je trouve pas, je crois pas. Ah, c'était les années 80. Oui, moi, je n'ai pas ce souvenir-là. J'avais plutôt le souvenir, au contraire, d'équipes relativement richement dotées, quoi, en tout cas en matériel. Alors, lorsqu'on est une jeune femme blonde qui arrive là-dedans, il faut se faire respecter aussi. C'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Donc, il faut faire ses armes. Et je crois que c'est partout. Peut-être que le côté jeune fille blonde, en effet, n'aide pas exactement. Mais voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai surtout eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Et voilà. Oui, et puis en plus, vous êtes une observatrice et vous souvenez de tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous voyez. Je me souviens de tout ce qu'on me raconte, de tout ce que je vois. J'essaye en tout cas parce que c'est mon métier premier, le reportage. Donc c'est rendre compte. Donc c'est forcément essayer d'écouter l'autre, de tendre le micro et puis de se souvenir de ce qu'il y a de plus intéressant et de ce qu'il y a de plus important dans ce que l'autre vous a raconté. Oui, et puis en même temps, vous êtes une privilégiée parce que vous rêviez d'exercer ce métier au départ. Je rêvais d'exercer ce métier, oui. Je rêvais d'exercer ce métier. J'avais envie de faire un métier qui avait du sens. Je trouvais que le journalisme, évidemment, en avait. J'avais envie d'informer. Ensuite, j'ai fait un chemin un peu différent de l'information. J'ai fait le chemin de l'information à quelque chose de plus récréatif, entre guillemets, avec la culture, mais au départ, oui, je voulais vraiment travailler pour les journaux d'information, pour le news, c'était important pour moi. Et vous étiez enfant à Chauny, en Picardie. Oui. Alors, il se trouve que Chauny, je ne sais pas si vous le savez, est situé dans Gargantua. Ah non. Rabelais fait allusion dans le chapitre 24. Il dit « Allez voir les battleurs, jongleurs et charlatans, ceux de Chauny en Picardie ». D'accord. Alors, je ne sais pas si je fais partie des battleurs ou des charlatans, mais non, je ne savais pas. Voilà. Vous me l'apprenez. Alors, vous apprenez aussi à l'école
quelques petites choses, mais c'est pas simple parce que vous êtes considérée au départ, notamment en maternelle, Valérie Fayolle, comme une enfant turbulente. Ah ben plus que turbulente, carrément débile. Voilà, c'est ce qu'a dit l'institutrice à ma mère. En fait, il s'est avéré que je ne voyais rien. J'étais astigmate et hypermétrope et on ne le savait pas. Donc j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les apprentissages. Je pense que j'imagine, parce que j'en ai un souvenir évidemment un peu confus, mais je pense que j'avais du mal à regarder, à comprendre, à lire. Et donc, à la fin de la maternelle, voilà, ne respectant en général aucune consigne, mes parents ont été convoqués et l'institutrice a eu ces mots un peu difficiles qui ont fait pleurer ma mère et sourire mon père. Votre enfant est débile, je ne sais pas ce que vous en ferez. Donc ça partait pas très bien. Et puis mon père était démonté qu'en voyant maman pleurer, en lui disant enfin tu plaisantes, tu ne vas quand même pas prendre pour argent comptant ce qu'elle te dit. Mais quand même, voilà. Donc on est allé chez l'ophtalmo et là, la révélation, je ne voyais rien, lunettes, et tout d'un coup, ça s'est amélioré. J'ai commencé à m'intéresser. Oui, vous vous intéressez à la lecture et à l'écriture dès que vous aviez des lunettes. Oui. Et puis surtout, c'est passé par un cadeau qu'on m'a fait très très jeune, un journal intime. J'ai adoré. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que la personne qui m'a offert ce journal intime, c'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup. C'était une amie de mes parents qui, n'ayant pas d'enfant, trouvait qu'on était très turbulent, très bruyant. Et donc dès qu'elle arrivait, il fallait marcher sur des œufs. Donc voilà. Et elle m'a offert, cette dame que je n'aimais pas, un journal intime. Et ça a été le plus beau cadeau de ma vie parce que j'ai tout de suite compris et ressenti qu'on pouvait tout dire, que l'écriture pouvait être un espace où on dépose ses bagages, ses joies, ses peines, et puis quelque chose d'intime et de vrai, parce qu'on ne ment pas, on dit la vérité quand on écrit, surtout dans un journal. Et de 7 à 17 ans, vous avez tenu ce journal en gardant la clé sur vous pour que personne ne le lise. Exactement, alors pas toujours sur moi, mais bien caché dans ma chambre. Vous l'avez revu, ce journal intime? Ah mais je l'ai, il est précieux, c'est-à-dire que ça fait partie des objets collecteurs dans mon bureau, il est là. Je crois que j'ai perdu la clé, mais depuis, avec une épingle à cheveux, j'arrive à ouvrir. Alors, je me suis un peu renseigné, il y a eu un top 10 des journaux intimes les plus drôles du monde. Et le plus drôle, celui qui arrive numéro 1, c'est « Cher journal, il m'arrive des choses terribles, j'ai perdu mon cahier de religion, j'ai 2 heures pour le retrouver, sinon qu'est-ce que je vais devenir? Traverser le Sahara à pied sans eau ou l'Antarctique en t-shirt et short ». C'est qui? C'est une américaine, c'est une jeune américaine. Ils ont fait un championnat des journaux intimes. D'accord. Alors, en même temps, dans ce journal comme dans la vie, vous êtes une rêveuse, Valérie Fayolle. Vous rêvez beaucoup. Oui. L'écriture, il faut forcément que ce soit quelque chose de réjouissant et un chemin un peu parallèle à la réalité. Donc, dans un journal, tout est possible. Donc, on s'invente 1000 vies. Moi, j'étais très rêveuse et je crois que je le suis toujours. Je me raconte des tas d'histoires. J'ai une vie intérieure assez riche. Je suis capable de me projeter dans plein de vies. Je ne m'ennuie jamais. Et petite, alors petite, c'était fabuleux. J'embrassais tous les destins. Tout était possible. Quand vous êtes enfant, tout est possible. Quand vous êtes adulte, il faut faire des choix. Mais oui, j'étais très rêveuse. Voilà. Et en même temps, vous étiez très sportive. Oui. Vous avez fait partie d'une équipe de gymnastique dans votre région. Oui. Alors, je passais ma vie au gymnase. C'est vrai que je rentrais de l'école et du collège et la première chose que je faisais, c'était chausser mon juste corps et partir au gymnase. J'ai adoré ça. C'était une école de la discipline, de la rigueur. Et puis aussi, ce que j'aimais dans la gymnastique, c'était le fait de participer aux compétitions en équipe, mais en même temps, quand vous êtes sur une poutre, vous êtes toute seule. Oui. Si vous ratez votre flip arrière ou votre saut périlleux, vous ne vous en voulez qu'à vous-même. Et donc, j'aimais bien ce côté surpassement de soi, on se dépasse, et en même temps, on participe aux compétitions avec les équipes, enfin avec les copines, et ça devient une famille. Oui, alors il y avait aussi cette rigueur que vous aviez à l'école, puisque malgré des débuts débiles, vous obtenez le bac avec la mention bien. Oui, alors j'étais plutôt bonne élève, voilà, j'étais plutôt bonne élève, j'étais même plutôt très bonne élève, j'ai passé toutes mes années, tous mes diplômes avec mention bien, voilà, je ne m'en félicite pas particulièrement, mais voilà, c'était comme ça, c'était plutôt facile. Oui, mais sauf qu'ensuite, il fallait choisir un avenir, et vous étiez destiné au monde des affaires, et ça vous intéressait pas du tout, Valérie Fayolle. Non, pas du tout, voilà, au grand désespoir de mes parents, qui auraient bien aimé que je fasse une prépa HEC, qu'une grande école de commerce. C'était compliqué pour moi de me projeter dans un métier. Il n'y avait pas de rêve. Non. Voilà. Non, voilà.
Et Vous avez bien donc, résumé. donc, vous vous retrouvez au CELSA, qui est une école qui prépare, je crois, à la communication Exactement. et à la publicité. Et qui prépare aussi au journalisme. Et moi, je n'entre pas par la voie journalistique parce que à la maison, on m'a toujours dit, mais voilà, on n'est pas des littéraires dans la famille, il faut faire des études de commerce. Et donc, je me retrouve, je ne postule même pas pour l'option journalisme. Je postule pour l'option, donc en effet, communication. Et je me retrouve dans quelque chose qui finalement est assez littéraire. Et là, tout d'un coup, j'entrevois la possibilité de changer de chemin et de bifurquer et de rattraper ce chemin qui me fait tant rêver, qui est celui du journalisme, que je vais donc m'attacher à suivre après le CELSA. Oui, il y a eu l'école de journalisme et puis il y a eu d'abord un stage à FR3, je crois, Oui. et LCI qui a été le point de départ de TF1. Exactement, j'ai commencé à LCI. Avec en faisant ce qu'on appelle du desk, Oui. donc en fait des commentaires sur image. Et puis j'ai commencé par découper les dépêches au tout Comme début, tout le monde, voilà, oui. comme tout le monde, j'ai découpé les dépêches et puis ensuite j'ai passé un casting pour faire des commentaires sur image. Et puis ensuite je crois beaucoup aussi, alors évidemment on saisit les opportunités, mais la chance elle y est pour quelque chose. J'ai ensuite fait un stage à TF1 et il se trouve que parce que j'étais en stage à LCI, au lieu de commencer comme tous mes petits camarades en juin et puis de terminer fin août. Moi, j'ai commencé en juillet, j'ai terminé fin septembre. Donc, étant la dernière dans la place, quand il y a eu un congé maternité, j'ai pu m'engouffrer. C'est comme ça que j'ai saisi ma chance et voilà l'opportunité. Et il y en a eu une autre, et on va l'évoquer à travers une date que vous n'avez pas oubliée, le 6 décembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Fayolle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Valérie Fayolle, journaliste à France 24, mais aussi romancière. Elle publie La robe du jaguar aux éditions Récamier. On va en parler tout à l'heure parce que c'est une de vos activités. Alors, j'ai choisi la date du 6 décembre 2006. Ça vous dit quelque chose parce que ce jour-là, on va vous voir à la télévision dans le monde entier. Oui, ça me dit quelque chose. C'était quand même un grand moment d'anxiété. C'était donc l'ouverture de la chaîne française d'information internationale France 24 à 20h précise. Il y avait des écrans géants partout dans Paris, sur l'Assemblée nationale, sur les Champs-Élysées. Et une grande soirée d'ailleurs au Louvre pour ce lancement. Et 3 minutes avant l'antenne, donc j'avais déjà beaucoup de mal à respirer, j'étais déjà en apoplexie. Jacques Chirac débarque, me claque la bise, le président de la République quand même, et me dit: la France vous regarde, le monde vous regarde, je compte sur vous. Et donc là, je crois que je ne respirais plus. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 minutes pour raccourcir mes titres, parce que j'avais 3 titres et le premier lancement. Et j'avais peur de pas réussir à respirer assez. J'ai raccourci mes titres. Et puis bon, après, une fois, vous savez comment c'est, une fois qu'on est parti, on est parti. Mais c'était un moment incroyable. Oui, je crois que d'après les images, vous n'avez pas respiré pendant environ 1 minute 30. C'est exactement ça. Mais je m'en souviens. Quand je regarde les images, j'ai encore du mal à respirer, parce que je sais que je ne respire pas, j'ai une veste trop grande, j'ai les cheveux trop bouclés. Enfin, c'est vraiment, ces images-là, elles sont quand même dans les annales. Oui. Je ne les regarde pas si souvent que ça parce qu'elles ne me réjouissent pas forcément, même si c'est un moment évidemment qui compte énormément dans ma carrière. En tout cas, vous n'êtes pas loin du record du monde d'apnée qui est tenu par une Italienne, Alessia Zecchini, 109 mètres sans respirer. 109 mètres ? Oui. Waouh ! Bon. Alors, il se trouve que si Jacques Chirac est là, c'est parce qu'il est président, mais surtout parce qu'il a voulu, en 2002, cette chaîne pour qu'il y ait une voix à l'étranger face aux concurrents américains et qataris. Exactement. Il voulait que la France puisse faire entendre sa voix à l'étranger. C'est pour ça que dans les bouquets satellitaires, on est référencé à côté de BBC, CNN, Al Jazeera, etc. On est vraiment dans les chaînes internationales. Et l'idée, c'est en effet de faire rayonner la France à l'étranger. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Valérie Fayolle ? Par TF1 au départ. Par TF1 parce qu'au départ, c'était une sorte de réflexion commune entre TF1 et France Télévisions. Au départ, le projet France 24, et puis finalement TF1 s'est désengagé, mais moi je suis partie avec une clause de retour à TF1. Donc je venais de terminer, je venais de faire 10 ans au reportage à TF1, j'ai voulu participer à cette aventure, et puis ensuite, donc en bénéficiant d'une clause de retour si je le souhaitais, et puis j'ai souhaité rester. Voilà. Et il se trouve en fait que si TF1 est dans le coup, c'est que le projet a commencé en 87. Avec Michel Péricard. Il y a eu des rebondissements sans arrêt entre le service public et TF1 privé. Et le nom de la chaîne au départ, il y avait 200 noms qui ont été testés. C'était version française. Ah ben je ne le savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Version française.
Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez, vous, France, France 24, c'est voilà. plus clair. Alors, vous êtes donc vu tous les jours par 75 millions de foyers dans 90 pays, Valérie Fayolle. On se rend compte ou on ne le mesure pas? Non. Enfin, on s'en rend compte. Je ne me réveille pas le matin en me disant je suis vue dans tant de pays. Je le sais parce que je connais notre audience, mais j'essaye de continuer à faire une antenne qui est conviviale, de proximité. Voilà, j'ai toujours l'impression que je parle à ma copine dans un séjour. En tout cas, j'essaye d'avoir ce regard-là et cette voix-là et cette proximité-là. Parce que si je commence à me dire qu'on est regardé dans 35 millions de foyers ou je ne sais combien de millions de foyers, vous m'allez dire, redites-moi le chiffre. 75 millions de foyers, là tout d'un coup, je mets une pression qui est inutile. Oui, mais pas forcément en France, parce qu'à l'époque, vous arrivez en même temps que la TNT, qui est née un an plus tôt, et les gens ne sont pas encore habitués à regarder la télé sur Internet en France. Non. Pas tellement, mais alors ça change. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'empreinte numérique est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, les modes de consommation changent. Aujourd'hui, moi, je vois bien, les jeunes, mes enfants, ne regardent plus jamais la télé. Ils ne regardent plus que leur écran et tout en replay, ou en effet consomment la télévision en live sur les applications. Donc, c'est aussi un autre mode de fonctionnement et je crois que c'est important de s'adapter. Oui, en même temps, à cette époque-là, c'est pas le cas. Et effectivement, Internet, ça reste encore un grand mystère. Et vous le ressentez. À l'époque, en tout cas, c'est vrai que ce qu'on appelle le broadcast dans notre jargon, c'est-à-dire donc le produit qu'on réalise, l'émission qu'on réalise et qu'on produit pour destiné à être diffusé à la télévision, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, je constate que le discours a vraiment changé. C'est qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'être présent sur le numérique que à la télévision. Alors, vous allez commenter les grands événements du monde et vous allez avoir des éditions spéciales. Ça veut dire, à toute heure du jour ou de la nuit, il faut travailler. Ça a été très, très dur au départ, Valérie. Ça a été compliqué au départ parce quand on lance une chaîne, évidemment, on n'est pas rodé et donc il faut acquérir des automatismes, apprendre à travailler en équipe et puis voilà. Et puis donc on essuie un peu les plâtres et ça a été très formateur parce que c'est vrai qu'on a fait des antennes live des heures et des heures et des heures en commentant tous les grands événements de ce monde. C'est extrêmement réjouissant, c'est extrêmement exaltant, mais à un moment donné, il faut en sortir. Oui, voilà. Mais surtout, on peut se réveiller le matin, vous appelle d'urgence et vous êtes pris pendant 4 jours. Alors, ça se passait pas exactement. Oui, ça se passait pas exactement comme ça parce que dès le départ à France 24, on avait des tranches d'informations. Donc moi, je savais que je serais sur le grill de 14h à 18h. Mais évidemment, quand on a des attentats le week-end et qu'on a besoin de renfort, évidemment, on court à la télévision, quoi. Vous avez vécu comme ça à la fois le crash Airbus Air France, le séisme en Haïti, l'élection de Barack Obama et la libération d'Ingrid Betancourt. Oui, la libération, ouais. Ça a été un moment de tension, ça, si je m'en souviens. Non, c'était un moment... oui, c'était un moment de tension, bien sûr, mais c'était un moment réjouissant. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on parlait d'une actualité réjouissante. C'est-à-dire la libération de quelqu'un qu'on espérait tant, qu'on attendait tant. C'était évidemment plus réjouissant qu'un crash d'avion où vous allez à l'antenne avec juste une ligne de dépêche qui vous dit le vol Rio-Paris a disparu des écrans radars et 4 heures plus tard, quand vous sortez de l'écran, on ne sait toujours pas où est l'avion. Donc là, au moins, la libération d'Ingrid Betancourt, on attend quelque chose, on est là, on regarde les images, on scrute la moindre émotion, le moindre geste, et c'était exaltant. Elle avait publié ses souvenirs dans le camp, même le silence a une fin, et finalement elle a choisi d'écrire en français parce que ça l'empêchait d'avoir des émotions précises, puisqu'elle parlait dans toutes les langues sauf en français à l'époque, quand elle était prisonnière. Oui. C'est assez curieux. C'est un réflexe pour écrire en français. Un réflexe pour écrire en français. En effet, échapper aux émotions, et je pense qu'elle avait peut-être besoin aussi d'être à distance de ce récit. Alors, vous avez été une pionnière avec France 24, mais quelques années plus tôt, vous avez été une pionnière à TF1 en traitant un thème fédérateur évoqué dans cette chanson. Tout à l'heure, a fait la famille. À chaque fois qu'elle faisait une chanson pour le palmarès des chansons, c'était mais vraiment des heures de répétition pour l'équivalent d'un clip pour 3 minutes. Oui.
mais la famille, c'est un thème fédérateur, c'est un thème... voilà, je pense qu'on est insatiable sur la famille, je pense qu'on a toujours de bonnes histoires à raconter sur la famille, que ce soit dans le journalisme ou que ce soit dans les romans. Alors justement, à la télévision, lorsque vous êtes à TF1, là aussi vous innovez, parce que vous traitez des sujets sur la famille qu'on évoque aujourd'hui, mais à l'époque on n'en parlait pas. Les enfants nés sous X, les recherches en paternité. Là, vous avez été la première à en parler avec des magazines. Alors, je ne sais pas si j'ai été la première à en parler. En tout cas, je suis assez fière de voir que tous les journalistes qui ont traité de ce sujet ont fini à un moment donné par mettre leur petite goutte, enfin en tout cas leur petite pierre à l'édifice et faire en sorte que la loi change, parce que c'est quand même un sujet très douloureux pour les enfants qui sont nés sous X, qui n'ont aucun repère, aucune image. Alors la loi, elle n'a pas complètement changé leur situation, mais il y a aujourd'hui la possibilité pour, enfin en tout cas d'avoir un registre avec les mères qui laissent leur identité, qui peuvent à un moment donné la lever, et c'est un progrès. À mon sens, il n'est pas suffisant, mais c'est déjà un progrès. Et en effet, c'est un thème qui m'a beaucoup touchée, parce que évidemment dans le journalisme, on se doit d'être à distance de son sujet. Moi, j'avais beaucoup de mal à être à distance de ce sujet-là précisément, parce que j'ai évidemment donné la parole à ces femmes, à ces hommes qui ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, qui tous les matins se regardent dans le miroir et se disent oh, mais est-ce que je ressemble à qui je ressemble, est-ce qui voilà, qui suis-je, voilà, quelle est mon histoire, et qui parfois d'ailleurs ont des raisonnements et des questionnements qu'on n'aurait jamais, vous et moi. Je me souviens notamment d'une jeune femme qui me disait je suis incapable de construire mon avenir amoureux, incapable, parce que à chaque fois que j'embrasse quelqu'un, je me demande si potentiellement c'est pas mon frère, mon cousin. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous arrive pas. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai été très touchée par la recherche et en tout cas par ce vide qu'éprouvent tous ces gens qui ne connaissent pas leur identité et qui ont d'ailleurs souvent des chemins de vie qui éclairent tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Et votre chemin de vie a évolué également. On en parle avec une autre date, le 13 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Fayolle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Valérie Fayolle. Nous parlerons tout à l'heure de La robe du jaguar, votre roman qui sort ces jours-ci. Et en même temps, vous êtes journaliste, on a raconté votre parcours à TF1 et à France 24. Et puis, vous n'êtes pas que journaliste, puisque le 13 septembre 2022, ça vous dit quelque chose? Je crois que c'est la première d'une pièce. C'est la première du Comble de la Vanité au Théâtre de la Pépinière, mise en scène par Ludivine de Chastenay. C'était un grand, grand moment. C'est votre première pièce qui est partie, je crois, d'un souvenir de famille, un crâne qui était dans un grenier. Oui. Maman ne va pas être très contente que je vous raconte ça, mais tant pis. Oui, il y avait un crâne chez mes grands-parents. Il y avait un crâne au grenier qui venait, vous savez, dans les chantiers du Nord, il y a toujours beaucoup d'ossements qui ressurgissent, et le frère de mon grand-père, donc je parle de ça il y a plus de 80 ans, avait voulu faire une mauvaise blague à mon grand-père. Il avait trouvé un crâne et l'avait mis dans son lit. Et puis le crâne avait fini par suivre mes grands-parents de déménagement en déménagement, et à la mort de papy et de mamie, évidemment, on a descendu le carton sur la table, il y avait le crâne, et qu'est-ce qu'on va faire du crâne? Et moi, c'est quelque chose qui a toujours alimenté mon imaginaire de petite fille, parce qu'on savait qu'il y avait un crâne au grenier. Évidemment, c'est très mystérieux, et quand on demandait à ma grand-mère, mais alors, mais qui c'est? Elle disait, je ne sais pas, c'est sans doute quelqu'un qui est mort à la guerre, voilà, sans doute un Allemand. Ça semblait moins grave que si ça avait été un Français. Mais du coup, toute mon enfance et mon adolescence, je me suis dit, mais qui est ce monsieur, quoi? Et donc voilà, il a fallu, à un moment, il a fallu décider de ce qu'on faisait de ce crâne au moment où on a vendu la maison, parce qu'on n'allait pas laisser un crâne dans la maison. Je ne vais pas vous révéler, inutile de me poser la question, ce qu'est devenu le crâne. En tout cas, ce crâne a alimenté ma réflexion et mon imagination, et j'ai eu envie de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire de ma famille, vraiment rien à voir, mais voilà, avec une intrigue autour d'un crâne qu'on retrouve dans un grenier. Voilà, et une famille qui est dans la pagaille à cause de tout ça. Exactement, dans une bonne pagaille. Et on va de révélation en révélation. Écrire une pièce de théâtre, c'est quand même pas aussi simple qu'écrire un article ou un commentaire.
Mais non, parce qu'il faut tout inventer, donc on ne peut pas s'appuyer sur le réel, donc il faut rêver. Mais moi, l'écriture de cette pièce, elle est arrivée à un moment où on a parlé de France 24, à un moment où j'avais besoin vraiment de m'aérer du réel et de changer de registre. C'est-à-dire que c'était très pesant. Je présentais les actualités. L'actualité tous les jours et l'actualité, vous le savez, hein, c'est quand même un flot de mauvaises nouvelles. C'est rare qu'il y ait de bonnes nouvelles et quand il y en a, en général, on les met pas tellement en avant. Donc 4 heures par jour à raconter la fin du monde, je n'en pouvais plus et j'avais besoin de me distraire du réel. Et la seule façon que j'ai trouvée, ça a été l'écriture de chansons et l'écriture de cette pièce. Et je me suis échappée comme ça. C'était une évasion, j'en avais absolument besoin. Et quand on voit l'affiche, il y a une tête de mort souriante d'ailleurs. Ouais. Et j'ai trouvé le symbole de la tête de mort, ses origines, c'est au Moyen-Âge, au temps des croisades. Sur les armures ou les équipements militaires, on avait une tête de mort. Ça annonçait aux ennemis que l'armée allait gagner et qu'on allait vaincre les autres. Et ben voilà, moi j'aime bien la tête de mort. Je trouve que c'est un joli symbole. C'est vrai qu'on s'est posé la question quand on a réfléchi à l'affiche, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être déroutés en voyant une tête de mort. Mais moi, la tête de mort, c'est le souvenir de quelqu'un qui a vécu, hein, donc. Voilà. Et, alors, il se trouve que écrire une pièce, c'est bien, mais la monter, c'est autre chose. C'est pas si simple, surtout quand on n'a jamais fait de théâtre. Ah non, c'est très compliqué. Il faut trouver les gens qui vous font confiance, les gens qui portent le texte. Ce qu'il y a de formidable, ce qui est très difficile dans le théâtre, c'est de composer une équipe. Et ce qu'il y a de plus formidable dans le théâtre, c'est précisément l'équipe. Parce que quand vous écrivez, c'est un travail qui est très solitaire, et quand vous confiez votre pièce à un metteur en scène, il faut accepter de donner son bébé et accepter que le ou la metteur en scène l'emmène là où vous n'aviez pas, vous, imaginé forcément l'emmener. Et c'est ce qui s'est passé avec le Comte de la Vanité. Oui, mais en même temps, on vous emmène là-bas, mais il faut encore trouver les producteurs, il faut trouver le théâtre. Ça, c'est vraiment un chemin de croix. C'est un chemin de croix, oui. Ça a été compliqué. Pour tout vous dire, cette pièce, c'est la seconde que j'ai écrite. La première ne s'est pas montée. Et pourtant, je pourrais vous parler je pense que j'ai eu 15 opportunités de la monter. Et puis, un projet en chasse l'autre. Et puis, à un moment, les étoiles ne s'alignent pas. Et puis, à un moment, vous avez les producteurs. Quand vous avez les producteurs, vous n'avez plus le théâtre. Quand vous avez le théâtre, vous n'avez pas forcément la disponibilité des comédiens, etc. C'est quand même un alignement, le théâtre. Et donc, la deuxième s'est montée avant la première. Alors, ce théâtre de la Pépinière, avant, s'appelait le théâtre de la Potinière. Il a été inauguré en 1919 et l'une des premières artistes débutantes à se produire dans une revue qui s'appelait Mazout alors, c'est une certaine Arletty. Oui, exactement. Mais c'est un théâtre mythique qui a vu passer tant de grands noms. Moi, je suis très fière d'avoir été jouée dans ce théâtre, qui est un théâtre qui est dirigé par Caroline Verdu, qui a une programmation très éclectique et en même temps très exigeante. Donc, pour moi, c'est une grande fierté d'être accueillie là-bas. Alors, le théâtre, vous aviez vu beaucoup de pièces. Vous êtes souvent ennuyé d'ailleurs au théâtre, non ? Non. Parce que j'ai vu un jour une interview où vous dites quelquefois dans les pièces, certaines pièces m'ont ennuyé. Ah oui, je suis capable de m'ennuyer. C'est vrai que je suis capable de m'ennuyer copieusement et alors je ne sors pas parce que je ne sors jamais de la salle parce que j'ai du respect pour mes camarades. Mais oui, j'ai pu m'ennuyer au théâtre. Ouais. Oui, moi je me souviens de pièces où des spectateurs ont été réveillés par les ronflements du voisin. Ah oui. Ah bah moi j'ai pas beaucoup de choses. Moi souvent au théâtre je suis entourée de voisins qui ronflent. En effet. Mais bon, je sais pas. Je crois que je m'informe mieux maintenant avant d'aller au théâtre. Donc je lis les pitchs. Je regarde. J'ai lu 2-3 articles et je me trompe moins qu'avant, je crois. Alors vous aviez choisi une Virginie Pradal qui à l'époque était en pleine reconversion parce que elle avait été une actrice de boulevard. Ouais. Elle a fait la Comédie Française. Ouais. Maintenant, elle est une égérie du théâtre contemporain. Ouais. C'était risqué parce qu'elle n'était pas au sommet de sa gloire. Elle n'était pas au sommet de sa gloire, mais elle était au sommet de ce rôle. Franchement, elle était exceptionnelle dans le rôle. Alors, je dis pas ça parce que c'est ma pièce, mais franchement, je trouve que c'est pas facile à jouer. C'est le rôle d'une femme qui a Alzheimer, qui ne se met pas forcément en valeur, etc. C'est pas facile pour une comédienne d'abord d'accepter ça, d'endosser ce costume-là. Et elle est extrêmement crédible et surtout, qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle est drôle. En même temps, effectivement, ça vous a permis de sortir de l'information. Il y a une chose que vous ne supportiez plus dans l'information, c'est le cynisme de la diplomatie. Ah oui, c'est ça. J'avais l'impression de raconter la fin du monde tous les jours. J'avais l'impression de parler de ces solutions offertes, préconisées par les grands de ce monde qui, de toute façon...
qui n'aboutissent pas souvent. Pas vraiment, Voilà, je devrais pas dire ça, mais j'en pouvais plus. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de cynisme, beaucoup de décisions partisanes. Enfin voilà, c'est la palissade que de le dire. Mais l'actualité, je la trouvais désespérante, et la diplomatie, je la trouvais encore plus désespérante. Voilà. Résultat, vous apportez votre lettre de démission à la direction, qui vous confie dans la foulée une autre émission. C'est-à-dire que oui, je suis allée voir mon boss en lui disant, moi je peux plus. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner, voilà, dans la présentation des journaux. Et encore une fois, je voudrais pas. Enfin voilà, j'ai un respect infini pour les gens, pour mes confrères et mes consoeurs qui présentent les news, parce que c'est un métier absolument indispensable, tellement important. C'est une mission tellement noble que d'informer les auditeurs et les spectateurs. Mais moi, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que c'était presque une question de survie. C'est-à-dire que j'étais comme pour mon premier journal, totalement asphyxiée. J'avais vraiment envie de m'aérer, quoi. Je n'en pouvais plus. Et c'est comme ça qu'est né Paris des Arts. Exactement. Une émission que vous présentez depuis plus de 10 ans. Et l'un de vos invités est à l'origine d'une chanson. Ah ouais. Alors, Alpha Blondy, je lui dois une reconnaissance éternelle, car c'est le recordman des vues pour les clés d'une vie. Plus de 300 000 vues dans le monde entier pour l'émission qu'on lui a consacrée. Magnifique, on va le taguer dans la mienne alors. Mais c'est vrai que c'est né justement contre l'émission, cette chanson. Mais oui, j'étais alors Alpha Blondy. Alors c'est marrant que vous preniez cet invité, parce que précisément c'est l'un de nos premiers invités, et qu'en l'occurrence je suis encore dans cette période à cheval entre le news et l'émission qui vient de démarrer. Donc je présente encore très peu, mais encore de temps en temps les news, et je m'attelle à cette émission à côté, et on est en plein dans la mort de Nelson Mandela. Et je fais une émission avec Alpha, et ça se passe très bien. On passe 2 jours ensemble merveilleux, on va au musée Rodin, enfin on fait plein de choses, on discute, voilà, comme on peut le faire quand on a le temps de rencontrer ses invités, ce que je n'avais absolument pas le temps de faire sur un plateau de télévision. Mais là, dans l'émission, précisément parce qu'on passe 2 demi-journées avec chaque invité, on a le temps de leur parler, et puis de parler aussi d'autres choses que de ce qu'on met entre guillemets dans la boîte. Et donc avec Alpha, voilà, on parle de Nelson Mandela qui va s'éteindre, ou qui je sais plus exactement, ou qui vient de s'éteindre. Et puis on reste en contact, et très peu de temps après l'émission, je lui dis écoute, j'ai écrit une chanson sur Nelson Mandela, est-ce que tu peux me donner ton avis, quoi? Mais voilà, juste, est-ce que tu peux me donner ton avis? Et il m'a rappelé dans l'heure, il m'a dit est-ce que tu m'autorises à essayer de composer sur ce texte que je trouve magnifique? Je lui dis non, je ne vais pas réfléchir, je t'autorise tout de suite, je suis d'accord. Et donc il a enregistré, il l'a composé, ça s'est passé très vite, il est venu à Paris, on a enregistré, c'était un moment incroyable. Un autre moment incroyable, c'est que vous aussi, vous avez commencé à chanter. Oui. Maintenant, votre premier clip qui accompagne un livre. C'est original, c'est l'une des 7 chansons de la bande originale d'un livre. Exactement, la bande originale de mon premier roman qui s'appelle Kilomètre 930, et je le précise, ça s'écrit KM 930. Et c'est un road trip sur la Nationale 7, et comme dans tout bon road trip, évidemment, il y a de la musique qui sort de l'autoradio. Donc au départ, j'avais imaginé faire voyager mon héroïne avec une playlist intime, ma playlist personnelle. Et puis, j'ai un ami compositeur avec lequel j'aime bien travailler, qui m'a dit mais attends, je comprends pas, t'écris des chansons pour les autres, pourquoi à l'occasion de ce roman tu n'écrirais pas une playlist sur mesure pour refléter les émotions de ton héroïne? Et je trouvais que c'était malin, et donc j'ai repris le livre, et je me suis replongée dans mon texte, et ça a été aussi l'occasion, et c'est un exercice difficile, de manière beaucoup plus impressionniste, d'essayer de relater des émotions en chanson, puisque c'est quand même la quintessence de l'écriture de la chanson, c'est ça, c'est d'essayer de véhiculer des émotions. Et là, en l'occurrence, je connaissais parfaitement ces émotions, puisque c'était celle de mon héroïne. Donc j'ai écrit une playlist de 7 chansons que le lecteur peut, s'il le souhaite, c'est évidemment facultatif, écouter en même temps qu'il voyage avec mon héroïne. Donc au début du livre, il y a un flash code, et vous flashez le code avec votre téléphone, et puis ça renvoie sur toutes les plateformes, et vous pouvez écouter en temps réel. Donc c'est un peu une expérience
une expérience de lecture augmentée. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, voyager avec Lisa donc dans la voiture, faire ce road trip et quand elle écoute une chanson, l'écouter en même temps qu'elle. Voilà. Et d'ailleurs, la chanson, ça vous intéresse? Vous avez lancé sur Internet le Rideau Rouge. Ouais. Alors c'est vrai que le Rideau Rouge, au départ, c'est une chanson de Beko. Ouais. Et c'est aussi le nom de la maison d'édition de ces chansons. Ouais. Et donc, vous racontez l'histoire des chansons. Mais oui, parce que je trouvais ça passionnant moi, quand alors, je suis sans doute déformée. Parce que comme j'écris des chansons, évidemment, avant d'écouter la musique, j'écoute d'abord les paroles. Enfin, en tout cas, pour moi, les paroles sont vraiment très importantes. Et je me demande souvent quelles sont les émotions qui se cachent derrière ces paroles. À quel moment elles ont été écrites? Est-ce que ça correspond à un événement particulier? Dans quel état d'esprit était l'auteur au moment où il les a écrites? Et donc, ça me passionne. Donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire des chansons. Je suis pas la première. Non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Vous le faites de façon très particulière et très personnelle, comme ce livre que nous allons évoquer à travers la date du 2 mai 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Fayolle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Valérie Fayolle. On a évoqué votre carrière de journaliste à TF1, à France 24, vos pièces de théâtre, vos chansons, votre premier roman. Et là, le second roman s'appelle La robe du jaguar. Il est sorti le 2 mai 2024 chez Récamier. Alors, ce roman, c'est d'abord un rêve d'enfance, car vous rêviez depuis toujours d'écrire un roman épistolaire. Oui, je voulais écrire un roman épistolaire, mais on en revient à ce fameux journal intime. De manière concomitante, à l'école, j'ai appris le mot épistolaire et je trouvais ça à l'époque ravissant comme mot. Je devais avoir, 7-8 ans. Et j'avais écrit dans mon journal intime, un jour j'écrirai un roman épistolaire. Donc l'idée est ancienne. Et puis ensuite, quand j'ai eu mes enfants, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti un peu l'angoisse de me dire, et si je n'ai pas le temps de leur dire tout ce que j'aimerais leur dire. C'est pas forcément leur écrire un bouquin, mais il y avait 2-3 choses qui me semblaient importantes en tant que maman de dire. Et donc je suis ravie parce que j'ai l'occasion de leur dire. Mais quand ils sont nés, j'ai eu un peu cette appréhension-là et je me suis dit, et je ne l'ai jamais fait, un jour je devrais leur écrire une lettre pour leur dire tout ce que je crois, tout ce que j'aimerais en tant que maman dire à un fils et dire à une fille. Et puis je l'ai jamais fait. Mais c'est pas grave, du coup je m'en suis servi pour écrire une fiction. Voilà, alors il se trouve que le roman épistolaire, au départ c'était des lettres, Madame de Staël et compagnie, mais le premier roman épistolaire c'est en 1492, un Espagnol, Diego de San Pedro, qui a publié Prisonnier de l'amour, une histoire avec la correspondance de ses personnages. Ah, et vous l'avez lu ? Non, 1492, ça a marqué une autre époque. Mais là, en plus, c'est un roman épistolaire moderne, car les lettres, c'est pas des lettres, c'est des mails. Ce sont des mails, exactement. C'est-à-dire que Rose, mon héroïne, quitte Paris du jour au lendemain à l'heure où tout lui sourit. Elle a la vie dont elle a toujours rêvé et elle part dans une communauté chamanique au Pérou. Elle prétexte d'un repérage pour un documentaire sur cette communauté chamanique. Et donc, c'est le point de départ du roman. Elle laisse un mail à sa fille sur la table. Et dans cette communauté, il y a des règles. Le fait d'être privé de son téléphone portable, ça fait partie des règles du jeu et en tout cas des règles de vie en communauté. C'est une sorte de détox digital. Donc elle n'a accès à son téléphone portable qu'1 heure par jour, ce qui l'arrange bien parce qu'elle n'a pas très envie de communiquer avec ses proches. Mais elle leur envoie des mails pour tenter de les rassurer. Et donc le secret de Rose, parce qu'évidemment Rose a un secret, elle est partie pour une raison bien précise qu'on ne va pas révéler. Surtout pas. Voilà. Eh bien, au fur et à mesure, il va être levé au fur et à mesure de cette correspondance avec ses proches et aussi de la rédaction de son journal intime. C'est-à-dire que ce sont des échanges de mails, mais couplés avec des extraits de son journal intime, où dans le journal intime, elle raconte la vérité, ce qu'elle vit, sa vérité, sa réalité dans cette communauté chamanique. Et dans les mails, elle tente de rassurer ses proches avec quelques mensonges par omission. Voilà, on découvre aussi sa vie, la vie de votre personnage, à travers les mails échangés par son mari, son fils, sa fille, qui racontent et qui ne comprennent pas. Parce que au départ, c'est une mère très autoritaire qui est obsédée du contrôle quotidien, et là, c'est le contraire. Oui, alors autoritaire, je ne sais pas, en tout cas, oui, qui très dans le contrôle et qui a besoin de savoir, qui géolocalise pas forcément ses enfants, mais qui leur demande où ils vont, ce qu'ils font, où ils sont, et qui en effet est très présente dans la vie de ses enfants, et du jour au lendemain, alors qu'en plus elle leur a annoncé 3-4 ans plus tôt qu'elle quittait le journalisme pour se livrer à des activités artistiques, décide de partir en repérage. Donc pour les enfants, ce n'est
pas du tout crédible. Et en effet, ça crée tout de suite une sorte de grand point d'interrogation. Pourquoi Rose est partie? À quoi tente-t-elle d'échapper? De quoi a-t-elle peur? Pourquoi fuir le succès quand il est là? Parce que Rose chante une chanson, le succès est là et c'est le moment où elle s'en va. Donc pourquoi? Voilà, c'est toute cette énigme-là, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup d'aventures aussi, parce qu'elle va vivre beaucoup d'aventures. Je ne sais pas si vous le qualifieriez de roman d'aventure, mais il y a quand même un petit côté aventurier dans la démarche de Rose. Oui, mais en même temps, elle quitte ce monde avec donc ce succès qui s'appelle Shot de Jean, qui est une chanson qui est sortie à son insu presque, mais elle on essaie de comprendre pourquoi elle est partie. Alors, elle a été journaliste, elle écrit des livres. Il n'y a pas un rapport avec vous? Elle n'écrit pas des livres, elle fait des documentaires. Ouais. Non. Rose ne me ressemble pas. En tout cas, elle a des tourments que Dieu merci, je ne traverse pas. Après, Rose, c'est quelqu'un qui a habité d'un grand chaos intérieur, ce en quoi peut-être elle me ressemble, et qui en effet a besoin d'être au plus proche des événements pour les ressentir, qui a besoin d'être dans l'émotion, qui a besoin de vibrer. Oui, en ça elle me ressemble. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'explorer plusieurs univers, qui n'a pas envie de vivre sa vie de manière monomaniaque. C'est pas une monomaniaque de l'expérience unique, Rose. Elle essaye beaucoup de choses. Et peut-être qu'en ça elle me ressemble. Il se trouve aussi donc qu'elle fuit, et donc cette chanson vit sa vie sans elle. Mais il y a une chanson française, vous qui la connaissez, qui raconte une fuite. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. C'est qui? C'est Michel Delpech, c'est une des plus belles chansons de Michel Delpech. Le monsieur qui, lundi matin, laisse une lettre à sa femme en disant « je m'en vais », etc. Ce disque a eu un énorme succès à la radio, mais c'est celui qui s'est le moins vendu, parce que les maris n'osaient pas rapporter la chanson à la maison. De peur que leur femme s'échappe. Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette chanson marque effectivement, ressemble un peu à votre personnage. Et cette histoire dure 50 jours exactement. Pourquoi ? Pourquoi pour Rose, vous voulez dire parce que c'est le temps de la correspondance, c'est le moment du départ et le moment du dénouement, quoi. Encore une fois, on ne va pas révéler, mais c'est aussi le chemin parcouru par Rose là-bas, et puis le chemin aussi parcouru par ses proches, parce que c'est l'histoire d'une femme, on vient de le dire, qui est libre, qui est une femme de son époque, qui va vers son risque, qui décide de ce qu'il y a de mieux pour elle, mais c'est aussi le portrait d'une famille à travers ces échanges de mails. Une famille au départ où voilà, qui est pas désunie, mais qui est pas non plus tout à fait en phase, avec beaucoup de secrets, avec beaucoup de non-dits, avec de la poussière sous le tapis. Et ce défi, et en tout cas ce point d'interrogation autour de la disparition de Rose, va faire en sorte que les uns les autres se réunissent, resserrent les rangs, serrent les coudes. Et donc c'est aussi le portrait d'une famille qui tout d'un coup se réunit. C'est presque un sujet universel. Je sais pas, j'espère, en tout cas, j'espère que ça touchera beaucoup de gens, parce qu'en effet, je pense que ce que traverse Rose, peut parler à beaucoup de gens. Je pense qu'on l'a pas tous expérimenté, parce qu'elle expérimente quelque chose de compliqué, de difficile à dénouer. Mais en tout cas, autour de nous, on connaît tous des gens qui traversent les mêmes épreuves qu'elle, qui se posent les mêmes questions qu'elle. Et je pense qu'on a tous aussi des difficultés avec les uns et les autres dans nos familles. Les familles idéales n'existent pas. Alors, il se trouve aussi qu'elle se retrouve, votre héroïne, au Pérou, ensuite en Amazonie, avec un chaman. Il faut de la documentation pour écrire tout ça. Ah bah oui, il faut de la documentation. Vous n'êtes pas allé là-bas? Non, pas encore, mais je ne l'exclus pas. Non, oui, évidemment, je me suis beaucoup documentée sur le chamanisme, sur ses pratiques, sur cette culture millénaire, et j'ai été très touchée par tout ce savoir qui ne se transmet que dans une tradition orale, de génération en génération, et qui pourrait disparaître, parce que la forêt amazonienne, vous le savez, elle brûle, elle pourrait atteindre son point de non-retour, c'est-à-dire ce moment où elle perd sa capacité de résilience, ce moment où elle peut devenir un désert aride, ce moment où elle arrête d'être le climatiseur de la planète. J'espère qu'on n'en sera jamais là, mais on
n'en est pas loin si on n'accentue pas nos efforts. Et donc j'ai eu envie d'envoyer Rose là-bas parce que son drame personnel faisait écho au drame de la forêt. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui brûle de l'intérieur dans un environnement qui brûle à l'extérieur. Il y a quelques jours, j'ai reçu Guy Lagache dans Les Clés d'une vie. Lui, c'est au Congo où il s'inquiète de la déforestation aussi et des trafiquants de bois là-bas. Oui, je pense qu'il y a quand même de grosses raisons de s'inquiéter. C'est vrai que puis quand on voit le réchauffement climatique en Amazonie, bon, moi je parle de ce que je connais, en 2024, ça a été depuis qu'on a les relevés, ça a été le trimestre où il y a eu le plus d'incendies, plus de 3000 départs de feu, ne serait-ce qu'au mois de février, c'est du jamais vu. Depuis qu'on a des statistiques, c'est effrayant, franchement c'est effrayant. Et puis donc avec ces incendies en Amazonie, c'est aussi toute une culture, cette culture qui est menacée. Ces peuples autochtones qui alors ils vont devenir des déplacés climatiques, et tout ce savoir et toutes ces plantes dans la forêt, et tous ces trésors médicinaux voués à disparaître. On sait qu'on n'a pas cartographié plus de 15% des plantes de l'Amazonie, des végétaux, et évidemment tout ça peut partir en fumée. Moi je trouve ça dramatique. Oui, et c'est tellement dramatique que vous l'évoquez à travers un incendie que dans ce livre, mais vous évoquez aussi quelque chose d'étonnant, ce sont les cérémonies avec les chamans, avec les femmes qui sont complètement perdues à un moment. Oui, alors, Rose en tout cas, je crois que elle assiste à plusieurs cérémonies et au départ elle ne comprend absolument rien. Elle ne comprend, d'ailleurs quand elle arrive, Rose, dans cette communauté chamanique, elle ne comprend absolument pas ce qu'on lui demande de faire. On lui demande de se livrer à une diète drastique, de boire des breuvages à base de plantes, on lui demande de faire de longues marches dans la forêt, on lui demande de se livrer à des rituels dès le matin en frottant des écorces sur son ventre, et en effet... Tout ça existe, vous l'avez... Tout ça existe, et on lui demande surtout de participer en effet à des cérémonies collectives. Et au départ, elle trouve ça extrêmement folklorique, elle ne comprend pas pour elle, tout le sens lui échappe. En plus, il y a la barrière de la langue, c'est voilà, tout ça en espagnol. Elle parle espagnol, mais c'est pas non plus sa langue maternelle. Donc, au départ, elle trouve que tout cela est très folklorique. Et puis, peu à peu, elle va se laisser gagner par la poésie de cette culture qui vous amène et vous encourage à envisager un monde qui est tellement plus vaste que le nôtre. Vous savez, pour les chamans, il y a 3 mondes, le monde des vivants, le monde des morts, le monde des esprits. Au départ, ça lui paraît complètement farfelu. Et puis, finalement, cette idée aussi peut-être que dans le vivant, que ce soit les végétaux, les plantes, les insectes, tout a une âme, ça lui paraît pas si fou que ça. Et ça lui paraît même tellement poétique que elle va commencer à regarder le monde un peu différemment et à devenir ce qu'elle n'est pas du tout, Rose, parce que Rose, elle est très en intériorité. Rose, elle est très centrée sur ses problèmes. Tout d'un coup, elle va s'ouvrir, elle va regarder, elle va devenir contemplative et ça va lui faire un bien fou. Oui, d'ailleurs, vous aussi, vous êtes passionné par ces sujets. Je crois que le matin, au petit déjeuner, Valérie Fayol, vous parlez à votre grand-père. Oui, je parle à mon grand-père. Oui, ouais. C'est vrai, vous êtes bien informé. Oui, le matin, mon grand-père, quand j'étais petite, j'ai été élevée de 2 ans par mes grands-parents, me préparait de la bouillie de blé avec du confit d'amande. Et je sais pas pourquoi, je me souviens de cette odeur. Et depuis, je prends tous les matins mon café avec du lait d'amande que je fais revenir et tourner dans mon petit mixeur pour qu'il y ait de la mousse. Et donc, le premier geste que je fais, en effet, le matin, je descends un peu au radar dans la cuisine, j'ouvre mon pack de lait d'amande et je le sens un peu comme les animaux avant de le mettre dans mon petit appareil. Et je pense à mon grand-père. Et en effet, c'est la première pensée que j'ai le matin, c'est pour lui. Alors, dans ce livre, il y a le passé à travers le chamanisme, mais il y a aussi l'avenir, car vous vous interrogez, Valérie Fayol, sur l'intelligence artificielle. Oui, sujet d'actualité. Oui, sujet d'actualité. Est-ce qu'il faut la diaboliser? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut l'encadrer? A contrario, il faut s'en réjouir. Donc, ce sont toutes ces questions, alors évidemment, qui ne sont qu'effleurées dans le roman, parce que c'est pas le sujet. Non, mais ça vous inquiète quand même. Alors, moi, je fais partie ça nous inquiète tous. Oui, alors, moi, je fais partie des optimistes. Alors, je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est-à-dire que je pense que diaboliser l'intelligence artificielle revient à la doter d'une âme, à considérer qu'elle a une âme, et que une conscience, pardon, pas une âme. Vous voyez, je suis encore chez les chamans, mais qu'elle est dotée d'une conscience et que cette conscience va lui permettre d'échafauder des stratégies de prise de contrôle sur l'homme et que la machine va dépasser l'homme. Moi, ce scénario-là,
là, je n'y crois pas. Je pense que l'intelligence artificielle, ce sera ce que nous, on veut bien en faire. Donc, pour l'instant, je me réjouis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sur mes gardes. Je trouve qu'il y a plein de métiers qui sont menacés et qui sont bêtement menacés parce qu'il y a plein de corporations dont on ne pourra jamais se passer. Et l'intelligence artificielle, il suffit juste, ne serait-ce que de lui poser des questions extrêmement précises. On voit tout de suite l'immense lacune qu'elle a dans le savoir, dans la connaissance. Mais j'ai envie de croire que quand même, ça permet d'établir des tâches beaucoup plus rapidement peut-être qu'avant. Voilà. En tout cas, l'intelligence de votre roman n'est absolument pas artificielle. On le lit d'une traite. Ça s'appelle La robe du jaguar. C'est aux éditions Récamier. Vous allez continuer comme ça. Vous n'allez pas vous arrêter avec ce roman. Oh bah j'espère bien. Oui, j'ai déjà un troisième en tête. Et puis qui sait, peut-être que les aventures de Rose. Comme j'ai beaucoup de mal à lâcher ma Rose et sa famille, par moment, j'imagine une suite, voilà. Eh ben pourquoi pas. Merci en tout cas de l'avoir écrit et merci de vos réponses toujours souriantes et précises. Merci Jacques, merci de m'avoir accueilli. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.